Bonjour, merci de nous rejoindre pour ces rendez-vous du Repreneuriat 2021. Je vous invite à découvrir le lauréat du Grand Prix du Repreneuriat, Lionel Abrahamian. Lionel Abrahamian, patron de la société HEP Industrie, bonjour. Bonjour Alain. Ce Grand Prix va vous être remis par Guillaume David, avocat au cabinet Calino David, que je salue. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Je vous cède la parole. Merci Alain. Bonjour Guillaume. Bonjour Lionel. Guillaume David, je me présente rapidement. Je suis avocat associé du cabinet Calino David Avocat, qui est basé à Paris et à Bordeaux. On est un cabinet spécialisé dans la transmission d'entreprise et dans le droit du travail. On a la chance d'être expert et le plaisir d'être expert au CRA depuis une douzaine d'années maintenant. Et on intervient sur une quarantaine d'opérations de transmission, cession et acquisition par an, dont 20 ou 25 pour des repreneurs du CRA. On intervient partout en France, on doit faire une vingtaine d'opérations Paris-Île-de-France et une vingtaine d'opérations en région, mais dans toutes les régions, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Bretagne, en PACA, voilà, un peu partout, et dans tous les secteurs d'activité, aussi bien l'industrie, Lionel nous en parlera tout à l'heure, les services, le BTP, voilà, et donc c'est un grand plaisir et un grand honneur de remettre aujourd'hui à Lionel ce Grand Prix du Repreneuriat. Alors, ce Grand Prix, à quoi correspond-il finalement ? Écoutez, il vient récompenser une reprise exceptionnelle et remarquable à plusieurs égards, notamment en termes de croissance. Lionel, vous nous le direz tout à l'heure, je pense, mais vous avez repris il y a 3 ans et vous avez réussi à doubler le chiffre d'affaires en 3 ans. Le résultat net aussi, malgré le contexte sanitaire, a augmenté de plus de 50% en 3 ans. En termes de croissance également du personnel, vous avez repris la société avec 15 salariés. Aujourd'hui, vous l'avez quasiment triplé puisqu'on est à 44 salariés. Et puis reprise exceptionnelle également en termes de rapidité, puisque vous avez réussi à reprendre en 7 mois simplement. Donc c'est vraiment une moyenne basse par rapport à une reprise classique au sein du CRA. Et c'est un grand plaisir que je vous remets ce trophée. Merci Guillaume. Merci pour tout. Pour cadrer la discussion, Lionel, est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter les activités de cette société ? Oui, donc avec plaisir. HEP Industrie, en fait, c'est une entreprise qui fabrique, conçoit et répare des engins hydrauliques mobiles. Alors plus précisément, nous travaillons sur des foreuses grues, donc des grues qui servent à planter les poteaux. Alors, on fait les trous et on plante les poteaux avec nos machines, ce sont nos clients qui font cette activité-là. Des treuils hydrauliques, des remorques de pesée hydraulique et toute une activité de réparation, dépannage de tout type de grues, de nacelles, polybènes, voilà. Donc vraiment orienté autour de l'hydraulique mobile d'une manière générale. Alors plus précisément, donc moi j'ai repris l'entreprise en 2016, en août 2016, comme le disait Guillaume. Donc le chiffre d'affaires à l'époque était de 2,9 millions, quasiment 3 millions, un petit plateau depuis 3 ans à 3 millions, avec 15 salariés. Et il se trouve que très vite derrière, la croissance est venue notamment par le développement du marché télécom. Voilà, on va y revenir à cette stratégie de croissance. Où est-elle située ? C'est important dans notre discussion. Exactement, c'est vrai. Elle est située donc au pied des Pyrénées, à côté de Tarbes, à Sébeac précisément. Alors peut-être je vais rentrer dans le détail peut-être après sur la oui. Ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est comment tu l'as trouvé. Alors en fait par mon réseau. Donc la première étape en fait, quand j'ai eu un peu de vécu dans un groupe de BTP national pendant 20 ans et j'ai quitté ce groupe en ayant pour ambition de reprendre une entreprise. Donc la première chose que j'ai été faire, c'est me former au CRA.
D'ailleurs, nous avions partagé la formation et d'ailleurs, j'avais rencontré Guillaume à cette époque. C'est là qu'on s'est connus. Voilà, exactement. Donc, ça s'est fait comme ça. Donc, c'était au mois de novembre 2015, novembre-décembre. Et à chaque fois que je rentrais le week-end dans ma région, du côté de Pau et Tarbes, j'activais mon réseau. Je disais que j'avais envie de reprendre une entreprise, que je me lançais là-dedans. Et j'ai petit à petit affiné mon projet pour que ma lettre de cadrage soit la plus cohérente et alignée possible. Et c'est par ce biais-là, en fait, que un de mes amis m'a dit regarde cette entreprise, elle est peut-être à reprendre. Et effectivement, j'ai trouvé que l'entreprise correspondait à mes attentes. Voilà, c'était un projet familial, donc de revenir dans la région, puisque ça faisait quelques années que j'étais en mobilité géographique. Et donc, du coup, j'ai pris contact assez vite, en fait, avec le cédant. Et comment ça s'est passé, la négociation, sans rentrer dans les détails, comment ça s'est passé? Parce que finalement, ça a été très rapide, 7 mois. Ça a été très rapide. Alors c'est vrai que je mène assez vite les projets. Voilà, c'est une habitude, mais ça a été très rapide parce que en fait on a eu moi et le cédant un fit assez important sur le fait qu'il était très transparent. Le fait qu'il ait ouvert l'entreprise, j'ai pu rencontrer et même entretenir les salariés pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils évoluaient dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il y avait à faire dans l'entreprise pour le futur, pour qu'elle puisse s'épanouir. Et tout ça, ça m'a permis en fait de construire une relation avant même d'avoir racheté, avant même la lettre d'intention. Voilà. Ensuite, il y a eu les phases de négociation avec des points durs, avec des périodes plus tranquilles, la période des audits, la renégociation du prix après les audits, voilà. Mais tout ça fait assez rapidement. Aussi parce que j'avais anticipé très vite le fait de constituer mon équipe de conseils autour de moi. Ça a été la première étape après la formation du CRA, c'est de faire mon casting de l'équipe qu'il me fallait autour de moi, qui me ressemblait pas forcément, qui m'apportait en fait que tout le monde apporte une valeur ajoutée en fait. Voilà. Oui. Ça a été vraiment la première étape. Et puis la deuxième étape, c'était d'être assez souple dans la négociation aussi. Voilà. Peut-être un des points où j'ai anticipé vraiment, c'est sur l'aspect assurance. J'ai très vite pris un courtier, passé toutes les visites médicales. Tous ces sujets-là, en fait, étaient traités avant même que je reprenne l'entreprise et avant même qu'on ait dimensionné, en fait, la valeur de rachat de l'entreprise, les emprunts, etc. Voilà. Ah, oui. Et comment s'est passée aussi la relation avec le cédant juste après l'acquisition? Il t'a accompagné? Comment ça s'est fait? Alors, il m'a accompagné pendant 6 mois. Alors, en fait, ça s'est fait un petit peu... au départ, c'était convenu comme ça. Et puis, il devait se faire opérer. Donc, il a pris du temps pour lui. Et avec... c'était nécessaire pour lui de prendre ce temps-là. Et il a fallu que je le pousse un petit peu dehors. Parce que, en fait... il se trouvait bien. Non, mais il se trouvait bien. Mais moi, je me trouvais bien aussi. J'avais pas de soucis. Okay. Mais j'avais peur, en fait, pour lui, de son arrêt brutal d'activité. Voilà. Et donc, je lui disais, mais prends un peu de temps pour toi, reviens à 50%, on étale un peu plus si tu veux, etc. Ah oui, et en fait, il s'était fixé une date dans sa tête qu'on avait partagée, et il s'y est tenu, et puis il continue à venir d'entreprise, et voilà. Donc, non, ça s'est très très bien passé, vraiment. La date d'acquisition, précisément? 1er août 2016. 1er août 2016. Oui. Alors justement, on va venir. Donc, tu rachètes 1er août 2016. Comment se passent les quelques premières années 2016 à 2019, jusqu'à avant la pandémie? Alors 2016-2019, alors il y a ce qu'on appelle les 100 jours, les 3 premiers mois. Où, voilà, on plonge dans l'entreprise, on apprend à comment vit l'entreprise, comment ça fonctionne. Et puis là, l'idée, c'est vraiment pas de révolutionner quoi que ce soit, c'est surtout de voir comment tout s'articule, d'apprendre à connaître les clients aussi, quelles sont les méthodes de chiffrage. Enfin, tous ces aspects-là sont à prendre en compte. Après, assez vite, en fait, et c'est tombé à peu près à la période où le cédant m'a laissé la main, en fait. On est en mars-avril 2017, donc j'avais constitué autour de moi un comité de pilotage avec les managers principaux de l'entreprise.
Et s'est posé la question sur un type de machine que l'on fabrique, qui sont les télécom 20, les foreuses grues pour le télécom, le marché du télécom. On fabriquait 2-3 machines par an, en une petite série ponctuelle. Et s'est posé la question de se lancer sur ce marché avec une mise en série plus industrielle. Et là, on a validé ensemble avec le comité de pilotage. Je l'aurais pas fait sans eux parce que j'avais besoin de leur soutien. Ça faisait 7 mois que j'avais repris. Voilà, on s'est lancé ce pari, tous en phase, de faire une série de 2 machines par mois pendant 6 mois. Ce qui correspond. C'était un marché qui attendait ce type de produit, ou c'était un marché qui était déjà encombré et tu t'es présenté avec une solution? Le marché, en fait, c'est le marché qui a évolué. C'est le marché. Les produits existaient. Nous les vendions, on était quasiment seuls sur ce marché parce que le marché de niche tout petit et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des changements réglementaires ou de mode d'exploitation par les opérateurs, plus petit à petit l'arrivée de la fibre, le déploiement des réseaux d'initiatives publiques, enfin voilà, tout ça a enchaîné, ce qui fait qu'au bout d'un mois, j'avais vendu les 12 machines et qu'on a décidé d'augmenter en fait la cadence à 4 machines par mois. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu une croissance fulgurante, puisque au mois de novembre, on sortait les 4 machines par mois, en série, et on avait déjà atteint un peu plus de 30 personnes. Voilà. Donc ça a été très vite. 2017, 2018, ça a été surtout des phases où, associé à ça, il a fallu faire des investissements matériel, dans l'outil de production, dans le bâtiment. On a étendu le bâtiment de 50%, une cabine de peinture, enfin voilà, améliorer aussi les conditions de travail des collaborateurs. Et puis petit à petit, il a fallu structurer tout ça avec un peu plus de managers, un peu plus de monde aux études, un peu plus de préparation. Voilà, il a fallu staffer un petit peu. D'où le fait qu'aujourd'hui, voilà, on est 44. Alors dans les 44, on s'est aussi engagé dans l'apprentissage, puisqu'on a aujourd'hui 6 apprentis. Voilà, c'était pas forcément ce qui se faisait avant. Voilà, on a pris des stagiaires, on a pris des apprentis, on a recruté certains de nos apprentis qui avaient fini, on les a embauchés. Voilà. Donc ça jusqu'en 2019. Et redonne-nous les quelques chiffres clés que tu as déjà cités tout à l'heure. Chiffre d'affaires de l'année 2016, année de la reprise, chiffre d'affaires de l'année 2019, qui est quand même pas très éloigné. Quelques chiffres importants. Donc 2016, septembre 2016, on finit à 2 978, si je ne me trompe pas. 2018, on était à 5 876. Ah oui, c'est ça, passé de 3 millions à... Alors, en fait, c'est en 2 ans. Presque, en 2 ans. À presque 6, voilà. Oui, voilà. En 2 ans. 2019, 6 millions 3, un peu plus de 6 millions 3, 6 millions 339. Voilà. Donc ça, c'est la progression, c'est stabilisé. Tes clients, c'est quel genre d'entreprise? Principalement les installateurs de réseaux, donc télécom et réseaux électriques, et puis des exploitants de réseaux. Donc Enedis est toujours un très gros client, mais c'est vrai que la part des télécoms a beaucoup augmenté en fait dans la proportion de chiffre d'affaires. C'est ça. Maintenant, revenons sur cette question de géographique. Puisque la question géographique, la question de la mobilité des repreneurs est un des thèmes de ces rendez-vous du repreneuriat. Raconte-nous, reprendre une entreprise dans les Hautes-Pyrénées, c'est pas le plus fréquent, disons. Comment ça s'est fait? Il y a un atavisme régional, mais t'étais loin. Raconte-nous un petit peu ça. Oui. Alors, moi, j'étais donc pendant 20 ans dans le groupe Vinci et j'ai eu des mobilités au sein de ce groupe. Et donc, pendant les 9 dernières années, en fait, j'étais vraiment en mobilité géographique, c'est-à-dire que ma famille était restée sur Pau. Et donc, tu es originaire de Pau? Pas du tout. Moi, je suis originaire de la région parisienne, de Mantes-la-Jolie. Ah d'accord, tu es originaire de la région parisienne. J'ai fait une partie de mes études à Paris, puis à Lille, donc non, pas. Mais t'as mis ta famille à Pau. Et puis, il se trouve que mon premier poste était sur Pau, donc voilà. C'est le premier poste qui était sur Pau. Exactement. C'est là que ça démarre. C'est comme ça que ça démarre. Et en fait, voilà, derrière, je fonde ma famille, et puis
Et puis j'ai eu l'opportunité de travailler autour de Pau, dans les Landes, sur Orthès, dans les Hautes-Pyrénées, sur Séméac justement, sur le site Alstom Transport qui est juste à côté en fait, pendant quelques années. Et puis après j'ai voulu évoluer dans le groupe, au sein du groupe, et puis il se trouve que je suis parti sur Lyon d'abord pendant quelques années. Ensuite Toulouse, où j'ai fait des projets photovoltaïques dans la région. Et puis mon dernier poste était sur Albi. Voilà. Tout ça nécessitait donc des déplacements toute la semaine partie et puis retour le week-end. Voilà. Donc j'ai voulu rompre avec cette mobilité, cette itinérance, ce célibat géographique, comme j'ai tendance à le dire, et donc recréer en fait un projet familial. Voilà. Du coup, c'était un de mes enjeux, et le choix de l'entreprise ou du produit ou des services de l'entreprise n'était pas forcément fondamental pour moi. En tout cas, j'étais pas arrêté là-dessus. Oui. J'avais une expérience plutôt industrielle, donc je cherchais plutôt dans l'industrie, ou en tout cas une clientèle industrielle. Mais à la base, dans ma lettre de cadrage, c'était un projet familial avant tout. Voilà. Et du coup, tu n'as pas eu besoin de déménager. Tu continues à habiter Pau en travaillant à Séméac, ou finalement tu as quand même déménagé? Non, j'ai gardé ma maison sur Pau. C'est ça. Donc tu fais partie de ces repreneurs qui finalement ont changé de région. Donc ils donnent l'impression dans les statistiques qu'il y a des repreneurs qui vont à l'autre bout du monde, mais non, alors que tu franchis juste la limite qui est à côté de chez toi, quoi. C'est ça, mais je passe de l'Aquitaine à l'Occitanie. Oui, c'est ça, je passe de l'Aquitaine à l'Occitanie. D'accord. Tu as eu des relations avec les collectivités locales, les organismes locaux au moment de l'acquisition, ou après tu as été soutenu, tu as été aidé? Alors j'ai été aidé par pas mal de réseaux, que ce soit réseau Initiative Bigorre, réseau Entreprendre Adour aussi. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a une unité qui est le bassin de l'Adour, mais qui est sur 2 régions administratives, donc sur l'Aquitaine et l'Occitanie, comme je disais. Avec un avantage sur l'Occitanie, c'est qu'il y avait un système de guichet unique, où en fait tout arrivait un petit peu, les relations entre les administrations, la région, le département qui avait encore à l'époque une petite part de développement économique, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. La CCI, tous ces gens-là étaient en lien avec une porte d'entrée unique. Et ça, c'est donc à Pau? Ça, c'est à Tarbes. Alors ça, c'est à Tarbes. C'est à Tarbes que c'est bien fait. Ah oui, d'accord. C'est un petit peu moins vrai. Alors, ça a peut-être évolué. C'était un petit peu moins vrai sur l'Aquitaine. C'était un petit peu plus disparate. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Très bien. Alors, donc maintenant, tu es installé entre Pau et Séméac. Les quelques premières années se sont magnifiquement bien passées grâce à un choix stratégique clair et poursuivi sans faiblir. Arrive la Covid. Comment ça se passe? Comment se passe l'année 2020? Je pense que comme tout le monde, on a été un petit peu sidérés au départ. Je pense que ce confinement qui est brutal, nous a tous sidérés. Par contre, moi, j'ai beaucoup écouté, lu, etc. Donc, je me faisais mon propre avis et ça m'a permis de prendre de la distance avec les événements pour définir vraiment ce qu'il y avait à faire. Donc, notamment, en fait, on a décidé. J'ai mis très vite l'organisation pour passer les gens de bureau en télétravail. Donc ça s'est fait dans les 2 jours, c'était réglé, et avec les moyens qui étaient adaptés, y compris pour le téléphone, le standard, tout ça. Les évolutions qu'on avait pratiquées auparavant nous ont permis de basculer très très vite. La deuxième chose, c'est qu'on a décidé aussi de ne pas fermer. Comme on travaille pour, entre autres, Enedis, les télécoms, on avait un camion de pompiers à ce moment-là en réparation dans nos ateliers. On avait malheureusement aussi un fourgon funéraire parce qu'il y a de l'hydraulique dedans. Tout ça m'a fait considérer qu'on faisait partie des activités essentielles.
Je l'ai pris sur moi, personne ne m'a donné d'accord ou quoi que ce soit. C'était oui. voilà, mais en tout cas, je me suis dit, je peux pas arrêter et bloquer des machines qui pourront servir pour tout le monde. Donc voilà, on s'est mis en phase comme ça, et notamment au niveau de la réception et des expéditions de pièces détachées pour les machines qui sont un peu partout en France. Donc on a continué, et les transporteurs ont continué à nous alimenter, ce qui a fait que ça nous a permis de faire un peu de stock dans nos approvisionnements. Et quand on a redémarré, de ne pas être embêté par des ruptures et des pénuries de marchandises. Voilà. On a eu quelques cas suspects dans l'entreprise, donc j'ai séparé les équipes en deux. Une partie était en chômage partiel, l'autre travaillait, et inversement. Ça nous a mené jusqu'à mi-avril. On a signé des accords avec les partenaires, puisque j'ai un CSE dans l'entreprise, de manière à aménager les congés, à faire prendre tous les congés, les soldes de congés, etc. Ce qui fait que fin avril, en fait, les congés étaient soldés, et on était prêt à repartir, sachant qu'on avait les commandes qui étaient là, puisqu'on n'a eu aucune annulation de commande. Voilà. Donc on a redémarré presque comme si de rien n'était, avec le protocole national en application, beaucoup de communication. Voilà. Il y avait une très très forte charge mentale de tout le monde, et puis ça continue encore, je dirais, cette charge mentale. Donc on a vraiment travaillé sur la communication, rassurer, expliquer ce qui se passait. Essayer par tous les moyens d'avoir des masques, en donner à la préfecture pour les soignants aussi, parce qu'on avait, avec l'activité peinture, quelques masques d'avance, donc on a fait aussi don de blouses, de masques, voilà, de ce qu'on pouvait donner, voilà. Et en fait, voilà, on a suivi notre bonhomme de chemin. On a eu aussi la chance de ne pas avoir d'autres malades dans l'entreprise, que les collaborateurs ont respecté les conditions sanitaires, donc c'était pas facile, surtout on a un peu oublié, mais enfin il n'y avait pas de masque à l'époque. Non. Voilà. Non, justement. Donc il a fallu vraiment organiser le travail de telle manière à ce qu'ils se croisent pas et puis qu'ils travaillent pas ensemble, ou quand ils travaillent ensemble, les quelques masques qu'on avait servaient à ce qu'ils puissent travailler ensemble, sans prendre de risques. On a la chance quand même d'avoir une activité avec des poids lourds, donc on a quand même un peu d'espace dans l'atelier. Oui, les gens sont pas les uns sur les autres. Voilà, oui. C'est ce qui est quand même facile, voilà, dans notre activité. Et tu m'avais parlé de cette chasse aux porteurs. Oui, alors la chasse aux porteurs, c'est tout simplement que, alors en fait, ça nous a permis cette période-là de travailler de plus près avec les constructeurs, parce qu'en fait, on s'est aperçu que eux ont subi aussi les constructeurs de poids lourds. Les constructeurs de poids lourds. Voilà, puisque nos clients en fait nous fournissent les poids lourds sur lesquels on monte les machines. Voilà. Donc en fait, on s'est rapproché d'eux, pour connaître un petit peu plus les délais, parce que eux ont fermé les usines, et puis les ont redémarré un petit peu plus tard. Voilà, ça a mis un petit peu de temps. Ils ont subi aussi des annulations de commandes parfois. Donc, mais c'est trouvé un moment où on voyait que par rapport à nos commandes à produire, on allait manquer de porteurs. Et donc on a anticipé des choses, alors soit avec de la mise en dépôt en négociant des accords avec les constructeurs, soit en allant à la chasse aux porteurs, c'est-à-dire un peu partout en France, à essayer de repérer des porteurs disponibles qui étaient sur les parcs et qui n'étaient pas affectés, pour pouvoir monter les machines et puis assurer la production. Voilà. Oui, c'était amusant comme opération. Quand on avait discuté ensemble, tu m'avais aussi évoqué la question de la charge mentale en me disant un chef d'entreprise, certes il est chef d'entreprise, mais par ailleurs il a aussi une famille, et que les deux charges mentales s'accumulent. Explique-moi. En fait, moi j'ai constaté très vite que il y a eu un effet des gens qui étaient au télétravail par rapport aux gens qui étaient dans l'entreprise. En fait, les gens qui étaient dans l'entreprise, qui travaillaient dans l'atelier, sur les porteurs ou sur les machines, étaient dans leur routine de travail. Les gens qui étaient en télétravail avaient un œil sur les chaînes d'infos continues,
Et du coup, se remplissait de tout ce qui se passait effectivement, avec malheureusement les morts et puis les cas, etc. Et tout ça a fait une discordance un peu, y compris dans les familles. Et je l'ai constaté. Et il a fallu rassurer aussi quelque part ma famille, voilà, pour expliquer ce qu'on faisait et puis essayer de relativiser. Voilà, il faut, si on respecte les gestes barrières, comme on dit, on se protège, et on protège les autres. Donc voilà. Et au total, si on revient aux chiffres, ça s'est traduit comment dans les chiffres de la société cette année 2020 ? Alors ça s'est traduit par une réduction du chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on avait envisagé de 13%. Oui. Voilà. Un peu plus sur le résultat, on est aux alentours de 23 ou 25%, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. L'impact forcément des frais fixes que j'ai maintenu. J'ai maintenu volontairement, que ce soit la masse salariale ou même les investissements ou tous ces aspects-là, parce qu'on a eu que du décalage de commandes. Et que justement, cette année... Les commandes sont restées... Les commandes sont restées... Les clients sont restés fidèles. Exactement. Et donc du coup, ce décalage de commandes et de production, on le retrouve cette année. En fait. Voilà. Donc cette année, on va... Oui, c'est ça, les perspectives 2021. Les perspectives sont très fortes, puisqu'on est sur... on pense faire entre 7,2 millions et 7,5 millions cette année, donc on est de l'ordre de plus 30% par rapport à l'année dernière. Donc il a été nécessaire de maintenir tous les effectifs, voire même de les renforcer. De mémoire, j'ai recruté 3 semaines après le premier confinement en CDI une personne. Voilà. Ah oui. Alors qu'on était quand même en plein inconnu. Ouais. Et que j'ai négocié le PGE avec les banques. Voilà. Ah oui, c'est ça, tu avais négocié un PGE. Par sécurité, parce qu'on ne savait pas où on allait à ce moment-là. J'ai fait en sorte de prendre une part du PGE auquel j'avais le droit et de le mettre de côté, et on est en train de le rembourser. Impeccable. Et donc les perspectives 2021, rattrapage, du coup belle croissance. Exactement. Et en Occitanie, on n'est pas confiné. Et en Occitanie, on n'est pas confiné. C'est pas mal. Mais on fait attention. mais on fait attention. Donc l'activité peut continuer dans des conditions presque normales. Voilà. Tout en respectant les gestes barrières. Tout en respectant les gestes barrières. Et écoute, merci beaucoup Lionel pour merci Alain. Ce témoignage extrêmement intéressant, d'une très belle réussite. Je me retourne à nouveau vers Guillaume pour probablement quelques mots de conclusion ou des commentaires sur ce que Lionel vient de nous expliquer. Effectivement, non, mais merci Lionel pour ce témoignage. Et puis je pense que il y a aussi un message effectivement à faire passer qui est un peu dans la thématique finalement de ces rendez-vous du repreneuriat, c'est sur la mobilité. Ce que je dis souvent moi à des clients notamment qui sont en région parisienne, c'est que il y a de très très belles pépites, de très belles entreprises ailleurs qu'en région parisienne. Et je pense que vous êtes aussi la preuve effectivement que en prenant j'allais dire quelques risques aussi en déménageant, en changeant de région, on peut vraiment trouver chaussure à son pied et une entreprise à reprendre avec de très belles perspectives. Merci d'avoir suivi cet atelier. Je vous propose de nous retrouver dans le live qui va suivre pour répondre à toutes les questions que vous voudrez avoir. Merci, au revoir.